Je ne crois pas qu'il y a un moment dans l'histoire où il n'y a pas eu d'espionnage, de coups fourrés, d'alliés qui ne sont plus des alliés. Donc au final, effectivement, aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a un certain nombre de cyberattaquants qui sont positionnés sur le théâtre russo-ukrainien. On sent que c'est un sujet qui revient, qui reprend de l'importance. Où sont stockées mes données? Qui peut y avoir accès? Est-ce qu'il y a des risques d'extraterritorialité sur ces données? Donc c'est un sujet qui reprend de l'ampleur. Bonjour Benoît Grunwald, tu représentes la société E7. Merci d'être venu sur notre plateau Risque Intel Média au cœur du FIC 2025. On va parler d'une thématique qui est celle de comment construire une Europe de la cyberdéfense. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, peut-être si tu pouvais te représenter pour le public qui nous suit. Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Benoît Grunwald. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille pour EZ. Et EZ est une société européenne qui a débuté il y a 35 ans au cœur de l'Europe, à Bratislava, en Slovaquie. Et on a été créé à la base pour être ce que l'on appelait auparavant un antivirus. Et bien sûr, aujourd'hui, on fait bien plus que cela. On protège les endpoints d'une manière générale. Et tout ça ne serait rien sans les 11 laboratoires où nos chercheurs vont rechercher à la fois des menaces de type APT, donc liées avec des États, mais également du crimeware qui va cibler à la fois l'individu et l'entreprise pour des raisons lucratives. Parfait, donc on est tout à fait dans le cœur de notre thématique d'aujourd'hui. Alors je vais commencer la question avec un peu d'actualité. Les tensions commerciales avec la nouvelle administration américaine risquent-elles vraiment de pousser les Européens à s'appuyer sur des solutions de cybersécurité européennes dans une démarche d'autonomie stratégique? On le voit, c'est un sujet qui avait été porté depuis longtemps par les entreprises qui cherchent des prestataires européens qui partagent les valeurs du RGPD, NIS2, DORA. Et ces velléités n'avaient pas été aussi cristallisées qu'elles le sont aujourd'hui. On sent que c'est un sujet qui revient, qui reprend de l'importance. Où sont stockées mes données? Qui peut y avoir accès? Est-ce qu'il y a des risques d'extraterritorialité sur ces données? Donc c'est un sujet qui reprend de l'ampleur et c'est surtout pour nous l'occasion, nous Européens, d'avoir l'occasion de se mettre encore une fois en ordre de bataille et puis d'être plus forts ensemble. Alors justement, tu le dis très très bien, ça reprend de l'ampleur. Est-ce que tu penses que cette reprise, finalement, cette tendance qu'on est en train de voir apparaître, est intimement liée justement avec cette nouvelle administration américaine? Oui, clairement, on le voit d'ailleurs du côté individuel, hein. On voit que des particuliers vont chercher à boycotter, par exemple, des produits américains. On l'a vu très fortement au Canada, mais on le voit aussi sur les réseaux sociaux. En France, il y a des discussions d'individus français. Et puis, on le voit aussi dans les entreprises. Alors, c'est de manière beaucoup plus cadrée, parce il y a des notions de règles de marché, de discrimination qui ne doivent pas être appliquées. Mais c'est quand même un souci et une question que se posent les entreprises, on va dire plutôt de taille intermédiaire, parce que les grandes entreprises, elles se soumisent à tellement de pression et de réglementation au niveau mondial que finalement, un produit européen ou un produit qui n'est pas européen, en fonction de là où elles sont, ça ne va pas tellement les impacter. Elles cherchent surtout l'efficacité. Mais sur des entreprises qui ont la possibilité, elles, de pouvoir conserver qui recherchent cette autonomie stratégique, qui ont peut-être aussi moins de moyens, par exemple, de chiffrer des données qu'elles pourraient mettre sur des clouds qui ne sont pas forcément souverains. Donc elles vont plutôt chercher la simplicité en se disant, OK, bah, solution européenne, souveraineté européenne, j'ai plus de simplicité dans mes achats et dans la gestion de mes données. Alors, quelles sont les cybermenaces les plus dangereuses ou massives qui visent l'Union européenne? Quelle est la part des attaques d'origine étatique? Alors c'est très difficile de faire cette part-là. Fort heureusement, on a quand même l'ANSSI qui sort un panorama qui est assez exhaustif. On voit qu'il y a des attaques qui sont plutôt à but lucratif. Et là, on note une forte recrudescence, hein, des acteurs de type rançongiciel qui d'ailleurs augmentent toujours leur capacité à fournir encore plus de services à leurs affiliés. On a vu notamment Ransom Hub qui a pris plus ou moins la suite de Logbit suite à son démantèlement, offrir 90% de la rançon à ses affiliés et offrir aussi des logiciels qu'on appelle EDR Killer qui vont venir parce qu'il y a une prise de conscience et une maturité qui s'est faite quand même, hein, dans les entreprises françaises qui vont venir mettre à plat ou tenter de mettre à plat les EDR qui aujourd'hui sont vraiment une barrière plus que nécessaire pour se protéger. Et finalement, alors, je reviens sur la question, quelle est la part des attaques d'origine étatique? On le dit toujours, c'est très difficile en fait de connaître l'origine d'une cyberattaque. Donc, dans la part de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire de
rallient en fait à des attaques étatiques? Est-ce qu'il y aurait une part qui finalement ne serait pas vraiment directement affiliée à un État? Euh, je dirais que la question que l'on peut se poser, c'est euh, quel est l'objectif? Et à partir de là, on peut essayer de deviner quel serait l'attaquant qui est derrière. Notamment, on voit que des groupes affiliés à la Corée du Nord sont très actifs sur LinkedIn pour aller chercher des cibles qui sont dans les crypto-monnaies notamment, ou dans la propriété intellectuelle, que ce soit dans l'aérospatiale par exemple, des domaines assez spécifiques. On a aussi des groupes qui sont plutôt liés à des États, à l'État russe, qui sont plutôt dans la désinformation. Donc Oui. là, ça va plutôt toucher les individus comme nous et par extension également la population. Et puis, on a aussi de la déstabilisation ou de la recherche de propriété industrielle qui, elle, va plutôt être liée on va dire à la route de la soie, par exemple, ou à la recherche d'informations, donc plutôt affiliée à des menaces qui seraient plutôt issues de la Chine. Et donc, quand on regarde cette activité, eh bien, on va aller chercher différents éléments au sein de ces objectifs finalement, et à partir de là, on va remonter le fil et on va laisser à la fois le travail technique se faire pour avoir une attribution plutôt technique, et puis ensuite une attribution politique qui, elle, va plutôt se faire forcément par les États, parce que nous, par exemple, en tant que société privée, on ne fait pas d'attribution politique. Effectivement. Alors, est-ce que la menace est homogène dans tous les pays de l'Union européenne ou est-ce que finalement nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne? Alors, on n'est clairement pas tous logés à la même enseigne. Si on regarde du côté de la Pologne ou des pays qui vont être plutôt frontaliers de l'Ukraine, il y a forcément une pression qui est supérieure sur ces pays. Et puis ensuite, en ce qui concerne l'espionnage industriel, là, on va dire qu'on est quand même tous égaux, mais encore une fois, ça va dépendre du tissu. C'est-à-dire que des entreprises comme Airbus, plutôt France, Allemagne, eh ben, seront ciblées. Donc dans ce cas-là, ça sera majoritairement sur nos territoires, mais il y a d'autres industries de pointe dans d'autres pays européens, et pour ces raisons-là, eux vont être ciblés. Donc ça, il y a une certaine régionalité à la fois dans la désinformation, les attaques étatiques, et puis aussi dans les attaques qui sont liées à un espionnage industriel. Et justement, là, on voit bien qu'il y a un conflit en Europe, un conflit Ukraine et Russie. Est-ce que nous, en France, on a été touchés par ce conflit en termes de cyberattaque ou de cyberespionnage? Alors, sur le conflit ukrainien, on est plutôt touché par la désinformation et la propagande. On l'a vu, alors sur le terrain même, hein, on a vu que certains Ukrainiens avaient reçu des faux emails de leur soi-disant ministère de l'Agriculture qui leur expliquaient que la fin de la guerre était proche, que c'était vraiment terrible, et ils donnaient même une recette pour manger du pigeon parce qu'ils auraient bientôt plus rien à manger. Donc la désinformation est un vecteur très important de la guerre Russie-Ukraine, et cette désinformation, elle arrive en France par différents moyens, par des moyens numériques, mais pas que. Et effectivement, c'est finalement un des éléments qui nous touche le plus. Ça, c'est pour la partie, on va dire, au grand public et démoralisation du pays. Et puis ensuite, on voit qu'il y a un certain nombre de DDoS qui sont menés, qui ne sont pas forcément liés directement à la guerre en Ukraine, mais plutôt une prise de position de la France. On l'a vu avec l'arrestation de Pavel Durov notamment. Et puis ensuite, il y a des faits d'armes où certains groupes vont tenter de déstabiliser aussi nos infrastructures critiques. On a vu une production hydroélectrique qui en fait avait été présentée sur la chaîne Telegram des attaquants comme étant un barrage hydroélectrique, alors qu'en fait c'était juste un petit moulin, certes hydroélectrique, mais un petit moulin qui n'avait aucune incidence sur la population. Par contre, en termes de propagande, du côté de l'attaquant, ça a été monté en épingle. Alors, c'est vrai que la fin probable du conflit en Ukraine risque-t-elle de mettre au chômage un bon nombre de hackers mobilisés sur le front? Parce que forcément, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés avec, si on peut appeler ça, du travail pendant cette guerre, mais avec la fin potentielle justement de ce conflit, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'on doit s'attendre à une recrudescence des cyberattaques? Alors, ces cyberattaquants ont toujours été occupés. Je ne crois pas qu'il y ait un moment dans l'histoire où il n'y a pas eu d'espionnage, de coups fourrés, d'alliés qui ne sont plus des alliés. Donc, au final, effectivement, aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a un certain nombre de cyberattaquants qui sont positionnés sur le théâtre russo-ukrainien. Si il y a un ralentissement sur ces opérations-là, il y aura certainement un redéploiement, mais on sait aussi que les cyberattaquants savent s'occuper, notamment quand ils ne sont pas pendant leur travail, ils peuvent tout à fait mener des campagnes de rançongiciel pour leur propre profit.
Donc, je ne suis pas persuadé qu'ils seraient au chômage si jamais il y a une cessation de conflit. Et puis, dans leur redéploiement, on peut tout à fait imaginer peut-être une période transitoire avec plus de rançongiciels ou plus de cyberespionnage pour leur propre compte et ensuite vendre les informations qu'ils auraient trouvées aux plus offrants, par exemple. Alors, tu parlais justement tout à l'heure de l'industrie de l'espace. Or, on l'a vu avec ce conflit ukrainien, notamment Starlink, que c'était un vecteur de puissance d'autonomie considérable. Alors, comment ce secteur critique, pour lequel d'ailleurs tu as pu travailler notamment, fait-il face au cybercrime et à la cybermenace? Eh bien, en fait, on a tout un écosystème qui va piloter et envoyer ces différents éléments. Et on est sur une protection qui est forcément nécessaire au sol. Aujourd'hui, on a encore assez peu de menaces identifiées dans l'espace ou dans les airs. Donc, il faut protéger, j'ai envie de dire de manière traditionnelle, ces différentes infrastructures, avec une contrainte très forte qui est le temps pendant lequel ces éléments, ces infrastructures vont opérer. Et donc nous, ça nous demande énormément d'engagement auprès des différents fabricants, parce que quand on protège une infrastructure de ce type-là, on doit s'engager sur un temps très long et donc assurer une sécurité, et un maintien en conditions opérationnelles et un maintien en conditions de sécurité des différents éléments mentionnés. Alors, la cyberdéfense se construit également par le droit, notamment les textes, et on en a beaucoup parlé, notamment en 2024 et 2025, NIS2, DORA, le CRA, le Cyber Resilience Act. J'avais un expert qui m'avait dit qu'on était dans une situation d'inflation de la réglementation. Est-ce que toi, ces réglementations, tu les vois d'un bon œil? Oui, je pense vraiment que ça permet de faire monter le niveau de maturité de nos entreprises, quelles qu'elles soient. Il y a bien entendu une sorte de retard à l'allumage qui va être constaté parce qu'on ne va pas monter tout le monde au niveau de Nice 2 comme on le souhaiterait en quelques mois. On va avoir des problématiques de budget, on va avoir des problématiques de gouvernance, on va avoir des problématiques liées à l'adhésion aussi. Certaines entreprises qui vont penser la formalité comme je coche les cases en disant bah oui tiens j'ai un on-point, j'ai un EDR, j'ai une supervision, un MDR, ça y est j'ai coché toutes les cases donc je suis conforme, ce qui est certainement une approche qui est contre-productive parce qu'au final la question que l'on doit se poser c'est est-ce que je dois plus avoir peur des réglementations ou est-ce que je dois plus avoir peur que mon entreprise ou mon organisation se fasse tamponner et perde sa production ou sa propriété intellectuelle face aux cyberattaques qui sont en croissance. Donc saisissons cette réglementation pour pouvoir avancer plutôt que de la subir et ça nous permettra d'être plus forts face aux menaces qui sont malheureusement, on constate tous les jours, de plus en plus prégnantes. Alors, c'est vrai que moi, des retours des experts que j'ai pu avoir, ils sont plutôt partagés. C'est-à-dire que d'un côté, on a des personnes qui le voient d'un très bon œil, un peu comme ce que tu viens justement de m'expliquer, Benoît, et d'autres qui, comme je te le disais, le voient comme une inflation de la réglementation et qui pointent notamment du doigt le fait qu'en France, où le tissu économique est à 90% constitué de PME et TPE, donc de petites entreprises avec des budgets faibles et des moyens faibles en cybersécurité. Et c'est vrai que qui dit nouvelle réglementation dit aussi des budgets à mettre pour être conforme. Et certains, en fait, justement, pointent du doigt une inquiétude vis-à-vis de ces entreprises à avoir les moyens de pouvoir se protéger, ou en tout cas de se mettre en conformité. C'est vrai que certains secteurs sont très bien conforme. Oui, le secteur bancaire est très bon. Voilà, DORA est une excellente réglementation, mais elle arrive en supplément. Est-ce vraiment nécessaire? Voilà, les experts le diront, mais en tout cas, c'est aussi un cadre. Quand on fait de l'innovation, par exemple, on pense à la reconnaissance faciale dans les caméras de vidéosurveillance. S'il n'y a pas un cadre réglementaire qui permet de définir ce qu'on a le droit ou pas de faire, c'est malheureusement la jungle. Et en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, moi j'ai quand même tendance à souvent rappeler que il y a des bases. Il faut que ces bases soient respectées. Quand ces bases sont respectées, on a déjà un très bon niveau de protection. Et quand on a un certain nombre d'éléments constitutifs de ces bases, je pense par exemple à un éditeur de solutions on-point qui va avoir un agent sur chacun des postes, et ça va faire un inventaire logiciel, un inventaire matériel, une gestion des vulnérabilités. Ça va permettre de protéger, bien entendu, EPP, EDR, et d'avoir une vision et d'avoir finalement presque l'intégralité des 42 règles de l'ANSSI qui sont couvertes. Et au final, si on n'a pas ça, on est complètement démuni face à la menace. Et si on l'a, ça ne coûte pas si cher que ça. Eh bien, merci beaucoup, Benoît. On arrive à la fin de cette interview. Merci d'être venu sur notre émission Risque Intel Média en partenariat avec FIC 2025. J'espère te réavoir sur un prochain épisode, peut-être. Merci à toi pour ton invitation.